Depuis tout petit, je me passionne pour la vie sauvage. Quelle force et quelle puissance chez cet animal. Et plus c'est sauvage, plus ça me plaît. Ces rhinocéros ont faim et ils savent qu'on a de la nourriture. Je suis fasciné par la manière dont les animaux ont su évoluer pour mieux chasser. Ses crochets se referment sur lui, pile sur sa tête. Mieux s'affronter. Un cobra royal qui mange un autre serpent. Ça, c'est vraiment féroce. Et mieux se défendre. Je prends tous les risques pour aller à la rencontre de ces animaux. Et s'ils peuvent nous sembler effrayants, pour eux, être féroces, c'est une question de survie. Des scorpions de cette espèce ont déjà tué des gens. Cette fois-ci, mes aventures m'emmènent au Mexique rencontrer le crocodile américain. Leur vitesse est incroyable. Je traquerai un mystérieux prédateur au fond d'une grotte. Je m'attends à ce qu'une bestiole m'attaque. Et je me retrouverai à court d'air au milieu des requins. Dans cet univers où seuls les plus forts survivent, le mot d'ordre est de tuer pour ne pas être tué. Je m'appelle Steve Backshall et je vous emmène dans mes aventures sauvages. Ça y est, me voici au Mexique. Le Mexique est une de mes destinations fétiches pour la faune sauvage. Le pays est à la fois très peuplé et très vaste, avec beaucoup d'espaces vierges qui servent d'habitat naturel aux animaux. Dès qu'on fait l'effort de sortir des grandes villes, c'est la découverte garantie. Les 10 prochains jours seront consacrés à une exploration terrestre et maritime, à la recherche de certains des animaux les plus dangereux du pays. Je me trouve dans la péninsule du Yucatan, qui sépare le golfe du Mexique de la mer des Caraïbes. Et mon périple commence à 40 km au sud de la ville de Valladolid. J'espère y trouver un serpent qui possède un puissant venin neurotoxique. Grâce à l'aide d'un spécialiste local, Javier et de son père, Javier Senior. Leur travail, c'est de mettre à l'abri 5 espèces mortelles de serpents endémiques. Le crotal cascabel, le mocassin des tropiques, le fer de lance, le trigonocéphale à grand nez et le serpent corail. Ils ont déjà récupéré 2 serpents qui attendent à l'arrière du pick-up. Ok, regardons. Ces crotalinés chassent en utilisant leurs fossettes thermosensibles. Il est splendide. C'est une vraie merveille. C'est un mocassin des tropiques. C'est un des plus jolis serpents rayés que j'ai jamais vus. Bien qu'ils aient la réputation d'être dangereux, ces serpents venimeux sont plutôt craintifs et ils n'attaquent que s'ils se sentent menacés. Regardez. Faites attention, il est très rapide. Ok, je me recule. Le suivant est un des serpents les plus redoutés d'Amérique, le fer de lance. Son nom lui vient de sa tête triangulaire. Sa morsure est l'une des plus dangereuses pour l'homme. Si una persona es mordida y no hay hospitalización, es dead. D'après ce que j'ai compris, si on n'est pas immédiatement hospitalisé après une morsure, on part direct à la morgue. Le fer de lance, qu'on appelle aussi barbe jaune, est le plus mortel de tous les reptiles du continent américain. Es muy bonita, es muy peligrosos. J'ai mis à contribution mes maigres connaissances en espagnol pour dire que l'un est la belle et l'autre est la bête. L'animal que nous recherchons est une autre espèce de crotaliné, plus grand et, à mon avis, encore plus impressionnant, le crotal cascabel.
Il est difficile d'apercevoir ce crotal en action, mais un randonneur est parvenu à filmer un spécimen en train de chasser. On voit un crotal en train de ramper vers un lapin au bord de la route. Bam! Une dose mortelle de venin. Le lapin est fichu. C'est une manœuvre assez inhabituelle. D'ordinaire, le crotal guette sa proie en attendant qu'elle vienne à lui, mais celui-ci avance de façon très déterminée vers le lapin. Le venin commence déjà à agir. Ces spasmes indiquent que le système nerveux est touché. La rapidité d'action du venin est spectaculaire. Ces serpents se nourrissent d'oiseaux, d'autres reptiles et de rongeurs. Hola, buenos días. Ils n'attaquent l'homme que sous l'effet de la peur ou de la surprise. ¿Cómo está? La serpiente o el cascabel y quizás me mordió en la pierna. Don Rahman, un fermier, a été mordu quand il avait 16 ans. Il traversait un champ de maïs quand il a marché sur un crotal qui l'a mordu au mollet. Il a eu énormément de chance d'en réchapper. J'ai quelques photos de morsures de cette espèce. Sí, así quedó mi pied. Votre jambe ressemblait à ça? Sí. On dirait qu'on a soufflé dans cette main pour la faire gonfler. Maintenant que j'ai vu de quoi ils sont capables, je vais faire encore plus attention où je mets les pieds. Il est temps de partir en chasse. Les Ravières, père et fils, m'ont envoyé inspecter un champ de maïs. Malgré leur redoutable réputation, les crotales cascabels sont plutôt discrets et craintifs. De plus, leur habileté pour le camouflage les rend particulièrement difficiles à repérer. Ça, c'est plutôt encourageant. Il y a beaucoup de terriers de petits rongeurs, des rats et des souris, ce qui doit contribuer à attirer les serpents dans la plantation. Après 4 heures de recherche, j'entends enfin la sonnette annonciatrice de succès. Oh, j'hallucine. Goodness. Okay, don't go anywhere. Hey, t'en vas pas comme ça. On a vraiment une sacrée veine. C'est exactement le serpent que je cherchais. Et il est magnifique. Tout doux, tout doux. On entend bien la sonnette qui bourdonne pour dissuader d'éventuels agresseurs. Tous les animaux savent instinctivement que ce bruit de grelot ou cascabel est une menace et qu'il vaut mieux éviter de croiser le chemin de ce crotal. Les muscles qui agitent la sonnette bougent à la cadence incroyable de 50 vibrations par seconde. Ce n'est pas la queue qui est dangereuse. C'est l'extrémité opposée. Sa tête aux allures de flèche. Le serpent projette sa tête en direction de la proie, grâce à une bonne dose d'élan fournie par son corps recourbé en forme de S. Et ensuite, il frappe. Il va mordre avec ses longs crochets acérés. Ils sont creux et reliés à des glandes à venin installées le long de la mâchoire supérieure, lesquelles distillent un poison qui perturbe la circulation sanguine. Ça lui permet de tuer une souris en 10 secondes à peine. Oula! Il pèse vraiment son poids. C'est assez difficile de le maintenir sur mon crochet. Sa peau tout entière se compose d'un motif en losange très courant chez les crotales, ce qui lui permet de dissimuler sa silhouette en se fondant dans la végétation. Malheureusement, c'est aussi la raison pour laquelle les gens se font mordre. On marche dans un champ pieds nus, on ne fait pas attention et on piétine un serpent. Et lui,
Il mord pour se défendre. Certains trouvent cet animal sinistre, mais pour moi, c'est l'une des créatures les plus belles et les plus fascinantes qui soient. Allez, mon joli. File. Quelle splendeur. Ça valait le coup de chercher. Je suis toujours dans la région du Yucatan, en quête de ces prédateurs qui ont développé une extraordinaire férocité pour survivre. Et parfois, je n'ai pas besoin d'aller bien loin. J'ai vu une bestiole se faufiler derrière le miroir de la salle de bain. Elle doit y être encore. Regardez! Un scorpion et un autre à demi dévoré. Ça vous donne une idée du genre d'hôtel où je descends. Du 5 étoiles. Moi, les guêpes parasites et les vinaigriers. La totale. Je suis à 280 km environ de la côte sud-est de la péninsule, d'où je gagnerai l'île de Banco Chinchorro à une trentaine de kilomètres au large. Je compte bien y rencontrer le plus grand reptile du Mexique. Voici Banco Chinchorro, un endroit véritablement hors du commun. Il s'agit d'un atoll tropical constitué d'une plateforme de corail surélevée en forme d'anneau et couverte de mangroves. Au centre se trouve un lagon. Quant à ces petites cabanes, elles servent aux pêcheurs la majeure partie de l'année. Bienvenue. Seule une centaine de pêcheurs vit aujourd'hui dans ces baraques sur pilotis. À Banco Chinchorro, il y a aussi une réserve naturelle consacrée à la protection des reptiles. C'est le paradis des iguanes. Regardez-moi ça. Voici un iguane vert, une dénomination qui peut surprendre quand on voit la teinte orange vive de ce spécimen. Mais c'est un mâle qui se pare des couleurs les plus bariolées pour attirer les femelles pendant la période de reproduction. Sous la mâchoire inférieure se trouve un fanon gulaire, c'est-à-dire une membrane de peau qu'il déploie à volonté. C'est un splendide dinosaure miniature. Ce hochement de tête, c'est une menace. Il m'indique que je ferais mieux de garder mes distances. L'iguane est essentiellement herbivore. Et il se nourrit parfois d'insectes ou d'oiseaux. Pourtant, il semblerait que ceux-ci avalent tout ce qu'ils trouvent. Ce qui explique peut-être pourquoi on en voit autant sur l'atoll. Ils se goinfrent de déchets, de morceaux de poisson, de tortillas, bref, de n'importe quoi. En tout cas, ça change du chien auquel on balance les restes du repas dans le jardin. Mais je ne suis pas venu ici pour admirer les iguanes. Les reptiles qui m'intéressent sont d'un tout autre gabarit. À cette heure de la journée, ils doivent être en pleine sieste dans le lagon au centre de l'île. Regardez ça! Génial! Ces splendides gaillards sont la raison de ma venue à Banco Chinchorro. Ce sont des crocodiles américains. On n'est pas tout à fait certain de la manière dont ils sont arrivés dans les îles. Il est probable qu'ils aient suivi un amas de végétation qui a flotté depuis le continent. Ils se sont reproduits et la population s'est multipliée jusqu'à atteindre des chiffres impressionnants.
De la Floride au Venezuela, le crocodile américain est le plus grand et le plus puissant de tous les reptiles. Les mâles peuvent atteindre 6 ou 7 mètres de long. Si les crocodiles se nourrissent surtout de poissons et d'autres reptiles, ils sont dotés de mâchoires capables de tuer un cerf. Les pêcheurs vivent en harmonie avec les crocodiles. Et ils m'ont invité à passer quelques jours à leur côté. Home sweet home. Mon chez-moi. Le cadre est idyllique, mais l'eau qui entoure les cahutes est infestée de crocodiles. Voilà. C'est vraiment l'endroit idéal pour installer son hamac, avec une petite brise parfaite pour éloigner les insectes. En revanche, il faut s'habituer à la présence d'un crocodile juste sous ses pieds en dessous du ponton. Si je me lève pendant la nuit, il faudra que je fasse bien attention où je pose les pieds, parce que je n'ai pas très envie de finir dans l'eau. En temps normal, je sauterais tout simplement dans l'eau, mais comme je sais ce qu'il y a dedans, je préfère jouer la carte de la prudence. Voilà, comment ça? Le lendemain, je me joins aux pêcheurs pour une excursion à une demi-heure au large du récif. Est-ce que vous voyez des crocodiles uniquement au large pendant la pêche à la langouste ou aussi à côté des cabanes? À côté des cabanes. La zone est sans danger. Les crocodiles s'aventurent rarement aussi loin. Les pêcheurs plongent en apnée à la recherche de langoustes, de coquillages et parfois de poissons. Pour tout instrument, ils emportent un collet de ce type. C'est une première pour moi. C'est bon? On y va? Nous sommes au cœur de la plus grande barrière de corail d'Amérique, qui abrite plus de 200 espèces de poissons et surtout la langouste, convoitée par les pêcheurs. Ces crustacés se vendent l'équivalent de 9 € le kilo. C'est une prise de choix pour les pêcheurs, mais les attraper est loin d'être un jeu d'enfant. C'est un boulot formidable. Mais je ne crois pas que je pourrais faire carrière. Je suis vraiment trop mauvais. Muchas gracias. C'est fabuleux. Je ne pensais pas que c'était aussi dur, mais les pêcheurs, eux, ce sont de vrais pros. Ils passent 9 mois par an ici et pêchent pendant des périodes de 20 jours. Le travail est dur, mais ils gagnent plutôt bien leur vie et une fois leur pêche vendue, ils peuvent rentrer chez eux pour retrouver une vie normale le reste de l'année. Quant à moi, je suis venu observer les crocodiles. Qu'est-ce que vous pensez des gens comme moi qui viennent faire de la plongée spécialement pour les voir? Je suis un poco loco. Mon espagnol est rudimentaire, mais je comprends ce que signifie un poco loco. Ils pensent que je suis un peu dingue de vouloir m'aventurer dans l'eau avec un crocodile.
Si les pêcheurs préfèrent éviter les crocodiles, moi je suis pressé d'aller à leur rencontre sous l'eau pour observer leur balai majestueux. Je vais faire équipe avec Mateusz, un professeur de plongée qui n'en est pas à sa première immersion avec les reptiles. Sur la côte pacifique, on trouve aussi beaucoup de crocodiles. Oui. C'est Mateusz qui va m'épauler pendant la plongée. Reste toujours bien concentré sur le crocodile. S'il s'approche un peu trop ou s'il devient menaçant, je t'attraperai et je te tirerai en arrière. De toute manière, la seule chose qu'il fera, c'est attendre le bon moment pour t'attaquer sous l'eau. Nous utilisons du poisson pour appâter les crocodiles près de la côte. S'il y en a un qui décide de me coller d'un peu trop près, mon seul moyen de me défendre, c'est de lui filer un coup de caméra sur le museau. Le plus important, c'est de rester calme, de garder un rythme cardiaque stable et de respirer le plus lentement possible. Si j'ai l'air confiant, les crocodiles me considéreront comme un égal et pas comme un futur casse-croûte. La perche de Mateusz paraît bien frêle devant le mâle de 3 mètres de long qui s'avance dans notre direction. Malgré sa taille, ce crocodile se nourrit surtout de poissons et il semble intéressé par notre appât à la surface. Passer du temps dans l'eau avec des crocodiles requiert une attention de tous les instants. Ils sont vraiment effrayants à voir. À la manière dont celui-ci avance vers nous, on comprend très bien qu'il nous indique que c'est son territoire. Un coup de mâchoire d'un spécimen de cette taille et on perd facilement un bras ou une jambe. Ah, le bruit sec des poissons en train de se faire broyer. On ferait mieux de reculer un peu. Le crocodile avance résolument vers nous. Son attitude est beaucoup plus agressive. Et il a l'air plus intéressé par nous que par les poissons. Il y en a un autre? Ouais. Sérieux? Juste derrière toi. Là, on passe au niveau supérieur. Il y a un autre crocodile. Il profite de la vase pour approcher. La visibilité est moins bonne. Alors ça prend tout de suite une dimension plus inquiétante. Et la menace se fait beaucoup plus évidente. On est un peu à cran forcément. Dans l'eau trouble, ils sont plus difficiles à localiser. Quand on est entouré de crocodiles, il faut avoir des yeux partout. Les deux rivaux s'approchent pour se jauger. Le plus petit s'éloigne rapidement. Avant de changer d'avis et de revenir vers nous. Il veut affirmer sa domination pour nous montrer que c'est lui le patron. Si on recule même un instant, il essaiera de mordre. Partager une petite baignade avec un crocodile américain en pleine mer, c'est vraiment hors du commun. C'est incroyable. Se retrouver nez à nez avec un crocodile sous l'eau est une expérience d'une rare intensité. Si ces animaux anciens sont menacés en de nombreux endroits de la planète, ils règnent toujours en maître dans cette île des Caraïbes. Wow! 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 C'était fabuleux. Le voilà qui remonte à la surface. C'est du grand spectacle. Bien joué, mon gars. Toi aussi. Excellent travail d'équipe. Je suis déjà à la moitié de mon séjour dans la péninsule du Yucatan au Mexique, à la recherche de ses prédateurs les plus féroces.
Avant de quitter la barrière de corail de Banco Chinchorro, je pars en quête d'un poisson envahissant, la rascasse volante. Cette espèce invasive n'a pas sa place dans les Caraïbes. Et son appétit vorace constitue une menace pour les poissons locaux. Je vais descendre en apnée sur le récif pour tenter d'en dénicher une. Je vais plonger sans bouteille en apnée en utilisant simplement ma capacité de rétention d'air. La rascasse fait partie des nombreux dangers qu'affrontent les pêcheurs et les plongeurs de la région. La piqûre de ces épines venimeuses est extrêmement douloureuse, ce qui empêche même les plus gros prédateurs marins de l'attaquer et lui permet de proliférer sans obstacle. Six rascasses volantes issues d'un aquarium auraient été accidentellement libérées dans le Golfe après l'ouragan Andrew en 1992. En moins de 30 ans, elles ont décimé de nombreuses populations de poissons de ce récif. Il m'a fallu un peu de patience, mais j'ai trouvé ce que je cherchais. Un représentant de cette dangereuse espèce invasive. S'il peut sembler étrange qu'un amoureux de la nature comme moi se réjouisse de tuer un aussi bel animal, c'est bien parce qu'il n'a rien à faire ici. Non seulement il n'a pas de prédateur naturel, mais il ne se prive pas de manger tout ce qui lui tombe sous la dent. Et le gros problème avec ce poisson, c'est qu'il est très venimeux, comme le prouvent ses épines qui sont dressées encore maintenant. Elles sont extrêmement pointues. Et à la base de chacune se trouve une glande à venin. Quand des poissons plus grands essayent de l'avaler d'un coup, ils se retrouvent avec des épines venimeuses dans la bouche et une bonne chance de mourir des suites des piqûres. C'est pourquoi la prolifération de cette espèce est une véritable catastrophe pour la région. En revanche, sa chair est succulente. Je quitte Banco Chinchorro pour la station balnéaire huppée de Playa del Carmen, à 4 heures de route vers le nord. Grâce à ses plages de sable fin, c'est l'une des villes à l'expansion la plus rapide d'Amérique latine. Mais au large du littoral, elle attire un tout autre type de visiteurs. Quand vient la saison des vacances, des centaines de milliers de touristes envahissent la côte pour profiter de la plage. Même s'ils doivent partager la mer avec l'un des prédateurs les plus redoutés du globe. À quelques centaines de mètres du rivage se trouvent des requins bulldogs. Ces prédateurs hargneux sont surnommés les pitbulls des mers. Les requins de cette espèce peuvent atteindre 3,50 m de long et ce sont les seuls capables d'évoluer à la fois en eau douce et en milieu marin. Si on trouve souvent le requin bulldog près des côtes urbanisées, il n'attaque que rarement l'homme. Pour aller contempler d'un peu plus près ces animaux imposants, je vais plonger à 25 mètres de profondeur. Comme le site de plongée est assez profond, je vais descendre avec 2 bouteilles, ce qui devrait être suffisant pour profiter de ma promenade sous-marine. J'ai à peu près 1 heure d'autonomie. Avec un peu de chance, j'aurai le temps de voir des requins bulldogs. Il y en a plein dans le coin. Notre équipement est soigneusement inspecté avant que notre directeur de plongée, Scott, nous donne son feu vert. 3, 2, 1. Je vois déjà, dans les profondeurs, des formes sombres et massives. Ce sont forcément des requins.
On comprend aisément d'où leur vient leur nom de requin bulldog. Ils ont une allure assez trapue. Alors que les requins m'entourent, ma respiration se fait de plus en plus saccadée. J'ai l'impression que le tuyau d'arrivée d'air a un problème. Vérif radio. Steve, réponds-moi. Scott, c'est Steve. Je sais pas quel est le souci. Mais je suis obligé d'inspirer très fort pour que l'oxygène arrive. Je ne comprends pas ce qui se passe. On a testé le matériel il y a 1 heure dans la piscine. J'ai essayé de bidouiller les robinets. Mais l'air a vraiment beaucoup de mal à passer. On se sent impuissant quand on ne sait pas ce qui se passe au fond. Si tout plongeur est entraîné pour des urgences de ce type, cette fois-ci, ce n'est pas un exercice. Et mon binôme Gabriel se rend vite compte que je n'arrive plus à respirer. Il nous faut abandonner pour remonter à la surface aussi rapidement que possible. Merci. J'avais beaucoup moins d'air d'un seul coup. À 25 mètres sous la surface. C'est un moment où les sens sont mis en éveil d'un seul coup. On se met à paniquer, on se sent claustrophobe, sans air dans les poumons, à essayer de respirer dans le masque. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Sûrement une défaillance technique. Par miracle, mon formidable compagnon ici présent m'a sauvé la peau. Sitôt arrivé au fond, ça ne passait plus. C'était vraiment bouché. L'origine de l'incident reste un mystère, ce qui nous préoccupe pour notre plongée du lendemain. Souvent dénigrés, les requins sont trop souvent mal compris. L'an dernier, la pratique du selfie a tué plus de gens que les attaques de ces super prédateurs. En venant plusieurs mois par an dans la région, les requins bulldogs sont devenus la cible privilégiée des pêcheurs locaux, ce qui rend l'homme plus dangereux pour le requin que l'inverse. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec un vieil ami, Mauricio, spécialiste des requins. Il m'a convié à participer à une étude qu'il mène sur un mystère concernant les requins bulldogs. Nous savons que les requins restent ici jusqu'au mois de mars et que la plupart d'entre eux sont des femelles en pleine gestation. Tu vois ? Et nous aimerions savoir où elles vont pour mettre bas. Très bonne question. On sait que ce sont les femelles qui viennent ici en toute logique pour y trouver de la nourriture. Oui. Puis elles migrent ailleurs pour donner naissance à leurs petits. Si on découvre où elles se rendent, on pourra sanctuariser l'endroit pour le protéger. Accompagné de son équipe, Mauricio va installer une balise GPS sur la nageoire d'une femelle afin de déterminer l'endroit où elle mettra bas. Pour s'approcher suffisamment, il va lui falloir une véritable armure. Ce requin est capable de percer la carapace d'une tortue d'un seul coup de mâchoire. Comment vas-tu te protéger pour installer la balise à travers sa nageoire? On utilise une cotte de maille qui recouvre l'intégralité du corps. Les bras, les jambes, la poitrine. Et moi, j'y vais sans rien, c'est ça? Oui. Essaie de ne pas trop énerver les requins. Promis. Nous ignorons encore ce qui a causé la panne d'hier. Et ce n'est pas sans inquiétude que j'enfile mon équipement. Je ne suis pas rassuré. On pense toujours que le plus effrayant, c'est d'être sous l'eau entouré de requins. Mais si on ne peut pas respirer, ça n'a plus vraiment d'importance. Tout a l'air de fonctionner. Enfin, pour l'instant. Tout le monde est prêt? On est prêt. 5, 4, 3... On suit la ligne jusqu'au fond, en espérant y trouver les requins bulldogs. Le détendeur fonctionne. C'est un bon début.
L'un des plongeurs a apporté de la nourriture pour les requins. Leur odorat est extrêmement développé et ils peuvent sentir ça de loin. Une goutte de sang dans une piscine suffirait à les attirer. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre de voir se profiler leur silhouette distinctive. La plus infime quantité de sang suffit à stimuler l'odorat des requins. Et nos appâts se révèlent particulièrement efficaces. Mauricio va tâcher d'identifier une femelle gestante pour lui envoyer une fléchette sous la nageoire dorsale. C'est-à-dire à un endroit qui ne lui causera aucune douleur. Quelle élégance chez ces animaux! Mais n'oublions pas que leurs mâchoires sont garnies de plusieurs centaines de dents aiguisées comme des rasoirs. À ce titre, ils méritent qu'on les traite avec déférence. Mauricio attend le bon moment pour marquer le requin sans lui infliger de blessures. Mais nous arrivons au bout de nos réserves d'air. Les requins autour de nous sont impatients de se rassasier. Il faut avoir des yeux partout. À chaque tour, il se rapproche un peu plus. Mauricio n'a droit qu'à une seule chance. Cela fait bientôt 1 heure que nous sommes sous l'eau. C'est maintenant ou jamais. Il a touché sa cible du premier coup. Bien joué, mon gars. Beau travail. C'est une réussite. Mauricio a placé la balise d'une seule fléchette. À présent, nous allons pouvoir suivre la femelle et surtout découvrir où elle va mettre bas. Cette information nous permettra de protéger la zone de reproduction beaucoup plus facilement. Ce sont des mesures comme celle-ci qui nous aideront à garantir la survie et l'avenir de ces animaux incroyables. J'approche à présent de la fin de mon séjour dans la péninsule du Yucatan, à la recherche de ces animaux les plus farouches. Il reste toutefois un dernier prédateur sur ma liste. Je quitte Playa del Carmen pour m'enfoncer dans la forêt tropicale jusqu'au village de Cantemo, à 5 heures de route vers le sud-ouest. J'arrive dans une agglomération de taille modeste, bien loin des grandes métropoles mexicaines. Mais je vais m'éloigner encore plus de la civilisation et m'enfoncer sous terre. Je me dirige vers une caverne pour y dénicher un prédateur incroyable qui chasse dans le noir complet. Ces grottes étaient sacrées pour les Mayas. On y est. C'est stupéfiant. Ils croyaient qu'il s'agissait du gosier du dieu de la pluie et qu'elle débouchait sur un mystérieux royaume souterrain. On dirait une gueule ouverte vers un autre monde. On entend des battements d'ailes et des sons aigus. Pour profiter du spectacle, il va falloir que j'allume ma lampe. Des chauves-souris. Il y en a des milliers. La grotte est remplie de chauves-souris insectivores et frugivores, des proies de premier choix pour le prédateur que je recherche. Je m'approche pour mieux les observer. Alors, voyons voir. Les chauves-souris sont une espèce protégée dans la plupart des pays. Mais j'ai obtenu l'autorisation d'en attraper une. Je l'ai eu. Quelle merveille. Regardez comme elle est belle.
Le sol de la caverne est couvert de graines et de fruits à moitié digérés, parce que ces chauves-souris se nourrissent entre autres de fruits. Elles ont de grands yeux qui leur servent à dénicher leur nourriture, qu'elles repèrent aussi à l'odeur. Les chauves-souris sont d'ailleurs les seuls mammifères volants au monde. Les ailes sont en réalité constituées des os de leurs doigts, comme si elles volaient avec de très grandes mains. Celle-ci est plutôt mignonne pour une chauve-souris. Je m'enfonce loin de toute lumière naturelle, sur le terrain de chasse privilégié du prédateur que je recherche, là où sont perchées les chauves-souris insectivores. Voyons voir ce que j'ai attrapé. Une chauve-souris à moustache de Parnell. En dépit de sa petite taille, c'est un prédateur redoutable, notamment grâce à ses petites pattes arrière très mobiles. Elles lui permettent d'attraper ses proies en mouvement. La membrane tendue sur sa queue lui sert à ramasser les insectes en plein vol. Puis la chauve-souris les approche de sa bouche pour les avaler. Quelle allure extraordinaire chez cet animal minuscule. Il est pourtant capable d'avaler la moitié de son poids en insectes chaque jour. Il a une longue nuit de travail devant lui, donc je vais le laisser s'en aller. Si le petit mammifère demeure dans la grotte par mesure de protection, il est loin d'y être à l'abri. Il est temps d'éteindre toutes nos lampes. Le reptile tapi dans les profondeurs de la caverne est capable d'avaler une chauve-souris d'une seule bouchée. Mais il ne sort que dans l'obscurité la plus totale. J'utilise la lumière à infrarouge diffusée par ma caméra. Pour distinguer quoi que ce soit dans le noir, je suis obligé de regarder à travers l'objectif de l'appareil. Je n'ai plus besoin de ma frontale. L'obscurité fait partie des peurs de l'homme les plus universelles, parce qu'on ne perçoit alors que des odeurs et des sons qui permettent à notre imagination de se laisser aller aux fantasmes les plus horribles. Je m'attends à ce qu'une bestiole m'attaque. La créature que j'espère apercevoir descendra du plafond en attendant que sa proie s'approche sans se méfier. Il s'agit de la couleuvre nocturne. Le reptile embusqué est capable d'attendre sa proie pendant des heures, jusqu'au moment où il frappe à la vitesse de l'éclair. Si ses ressources en nourriture le permettent, il peut atteindre jusqu'à 1,5 mètre de longueur. Je m'attends à voir apparaître, à tout moment, la forme argentée d'un serpent sortant d'un de ses trous. Ce ne sont pas les chauves-souris qui manquent, elles font un sacré raffut. J'en ai la chair de poule. Les anfractuosités de la roche ressemblent beaucoup à des serpents. J'arrête pas de me dire, ça y est, en voilà un. Et en fait, ce n'est qu'un bout de caillou. Après 2 heures de guet, la chance nous sourit enfin. Ça y est. Le premier serpent que je vois, il est en train de sortir de son trou pour descendre le long du rocher et s'installer pour attraper des chauves-souris en plein vol. Ce qu'il lui faut, c'est un endroit où elles soient obligées de passer pour sortir, afin qu'il n'ait plus qu'à se pencher pour les cueillir. Tant que je reste relativement immobile, que je ne fais pas de mouvements brusques et que je parle à voix basse, je pourrais peut-être le voir en action. Mais nous n'avons pas les faveurs du dieu de la pluie. Le déluge qui s'abat à l'extérieur empêche les chauves-souris de sortir. Le serpent est bien là, mais aucune proie ne s'approche suffisamment pour qu'il puisse frapper. Ce n'est pas son jour de chance. C'est dommage.
Ça fait plus de 2 heures qu'on attend dans le noir. On a le serpent, mais il n'y a rien à manger. C'est une longue nuit de jeûne qui attend les chauves-souris, tout comme la couleuvre nocturne. Elle aura peut-être plus de chance le lendemain. Quant à moi, j'arrive à la fin de mon séjour. Plus que le crotal, allez mon joli, le requin bulldog, la rascasse volante ou l'impitoyable crocodile américain. Pour moi, le prédateur le plus redoutable du pays est bien la couleuvre nocturne, celle qui attrape ses proies en plein vol grâce aux vibrations de leurs ailes dans l'obscurité. Un véritable super-héros reptilien. Pour ma prochaine expédition, je mettrai le cap sur l'Australie. Ça, c'est carrément flippant! Avec un Casoaracas, c'est l'animal vivant le plus proche du dinosaure. Une cuboméduse, silencieuse, invisible et mortelle. Et des araignées. Bon sang, il vient de sauter dans la toile! Les terrestres sont d'un tout autre gabarit. À cette heure de la journée, ils doivent être en pleine sieste dans le lagon au centre de l'île. Regardez ça! Génial. Ces splendides gaillards sont la raison de ma venue à Banco Chinchorro. Ce sont des crocodiles américains. On n'est pas tout à fait certain de la manière dont ils sont arrivés dans les îles. Il est probable qu'ils aient suivi un amas de végétation qui a flotté depuis le continent. Ils se sont reproduits et la population s'est multipliée jusqu'à atteindre des chiffres impressionnants. De la Floride au Venezuela, le crocodile américain est le plus grand et le plus puissant de tous les reptiles. Les mâles peuvent atteindre 6 ou 7 mètres de long. Si les crocodiles se nourrissent surtout de poissons et d'autres reptiles, ils sont dotés de mâchoires capables de tuer un cerf. Les pêcheurs vivent en harmonie avec les crocodiles. Et ils m'ont invité à passer quelques jours à leur côté. Mon chez-moi. Le cadre est idyllique, mais l'eau qui entoure les cahutes est infestée de crocodiles. Voilà. C'est vraiment l'endroit idéal pour installer son hamac, avec une petite brise parfaite pour éloigner les insectes. En revanche, il faut s'habituer à la présence d'un crocodile juste sous ses pieds en dessous du ponton. Si je me lève pendant la nuit, il faudra que je fasse bien attention où je pose les pieds, parce que je n'ai pas très envie de finir dans l'eau. En temps normal, je sauterais tout simplement dans l'eau, mais comme je sais ce qu'il y a dedans, je préfère jouer la carte de la prudence. Droit pour le protéger. Accompagné de son équipe, Mauricio va installer une balise GPS sur la nageoire d'une femelle afin de déterminer l'endroit où elle mettra bas. Pour s'approcher suffisamment, il va lui falloir une véritable armure. Ce requin est capable de percer la carapace d'une tortue d'un seul coup de mâchoire. Comment vas-tu te protéger pour installer la balise à travers sa nageoire? On utilise une cotte de maille qui recouvre l'intégralité du corps. Les bras, les jambes, la poitrine. Et moi, j'y vais sans rien, c'est ça? Oui. Essaie de ne pas trop énerver les requins. Promis. Nous ignorons encore ce qui a causé la panne d'hier. Et ce n'est pas sans inquiétude que j'enfile mon équipement. Je ne suis pas rassuré.
On pense toujours que le plus effrayant, c'est d'être sous l'eau entouré de requins. Mais si on ne peut pas respirer, ça n'a plus vraiment d'importance. Tout a l'air de fonctionner. Enfin, pour l'instant. Tout le monde est prêt? On est prêt. 5, 4, 3... On suit la ligne jusqu'au fond, en espérant y trouver les requins bulldogs. Le détendeur fonctionne. C'est un bon début. L'un des plongeurs a apporté de la nourriture pour les requins. Leur odorat est extrêmement développé et ils peuvent sentir ça de loin. Une goutte de sang dans une piscine suffirait à les attirer. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre de voir se profiler leur silhouette distinctive. La plus infime quantité de sang suffit à stimuler l'odorat des requins. Et nos appâts se révèlent particulièrement efficaces. Mauricio va tâcher d'identifier une femelle gestante pour lui envoyer une fléchette sous la nageoire dorsale. C'est-à-dire à un endroit qui ne lui causera aucune douleur. Quelle élégance chez ces animaux. Mais n'oublions pas que leurs mâchoires sont garnies de plusieurs centaines. Je vois déjà, dans les profondeurs, des formes sombres et massives. Ce sont forcément des requins. On comprend aisément d'où leur vient leur nom de requin bulldog. Ils ont une allure assez trapue. Alors que les requins m'entourent, ma respiration se fait de plus en plus saccadée. J'ai l'impression que le tuyau d'arrivée d'air a un problème. Vérif radio. Steve, réponds-moi. Scott, c'est Steve. Je sais pas quel est le souci. Mais je suis obligé d'inspirer très fort pour que l'oxygène arrive. Je ne comprends pas ce qui se passe. On a testé le matériel il y a 1 heure dans la piscine. J'ai essayé de bidouiller les robinets. Mais l'air a vraiment beaucoup de mal à passer. On se sent impuissant quand on ne sait pas ce qui se passe au fond. Si tout plongeur est entraîné pour des urgences de ce type, cette fois-ci, ce n'est pas un exercice. Et mon binôme Gabriel se rend vite compte que je n'arrive plus à respirer. Il nous faut abandonner pour remonter à la surface aussi rapidement que possible. Merci. J'avais beaucoup moins d'air d'un seul coup. À 25 mètres sous la surface. C'est un moment où les sens sont mis en éveil d'un seul coup. On se met à paniquer, on se sent claustrophobe, sans air dans les poumons, à essayer de respirer dans le masque. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, sûrement une défaillance technique. Par miracle, mon formidable compagnon ici présent m'a sauvé la peau. Sitôt arrivé au fond, ça ne passait plus. C'était vraiment bouché. L'origine de l'incident reste un mystère, ce qui nous préoccupe pour notre plongée du lendemain. Souvent dénigrés, les requins sont trop souvent mal compris.
L'an dernier, la pratique du selfie a tué plus de gens que les attaques de ces super prédateurs. En venant plusieurs mois par an dans la région, les requins bulldogs sont devenus la cible privilégiée des pêcheurs locaux. Muchas gracias. C'est fabuleux. Je ne pensais pas que c'était aussi dur, mais les pêcheurs, eux, ce sont de vrais pros. Ils passent 9 mois par an ici et pêchent pendant des périodes de 20 jours. Le travail est dur, mais ils gagnent plutôt bien leur vie et une fois leur pêche vendue, ils peuvent rentrer chez eux pour retrouver une vie normale le reste de l'année. Quant à moi, je suis venu observer les crocodiles. Qu'est-ce que vous pensez des gens comme moi qui viennent faire de la plongée spécialement pour les voir? Je suis un poco loco. Mon espagnol est rudimentaire, mais je comprends ce que signifie un poco loco. Ils pensent que je suis un peu dingue de vouloir m'aventurer dans l'eau avec un crocodile. Si les pêcheurs préfèrent éviter les crocodiles, moi je suis pressé d'aller à leur rencontre sous l'eau pour observer leur balai majestueux. Je vais faire équipe avec Mateusz, un professeur de plongée qui n'en est pas à sa première immersion avec les reptiles. Sur la côte pacifique, on trouve aussi beaucoup de crocodiles. Oui. C'est Mateusz qui va m'épauler pendant la plongée. Reste toujours bien concentré sur le crocodile. S'il s'approche un peu trop ou s'il devient menaçant, je t'attraperai et je te tirerai en arrière. De toute manière, la seule chose qu'il fera, c'est attendre le bon moment pour t'attaquer sous l'eau. Nous utilisons du poisson pour appâter les crocodiles près de la côte. S'il y en a un qui décide de me coller d'un peu trop près, mon seul moyen de me défendre, c'est de lui filer un coup de caméra sur le museau. Le plus important, c'est de rester calme, de garder un rythme cardiaque stable et de respirer le plus lentement possible. Si j'ai l'air confiant, les crocodiles me considéreront comme un égal et pas comme un futur casse-croûte. La perche de Mateusz paraît bien frêle devant le mâle de 3 mètres de long qui s'avance dans notre direction. Malgré sa taille, ce crocodile se nourrit surtout de poissons et il semble intéressé par notre appât à la surface. Passer du temps dans l'eau avec des crocodiles requiert une attention de tous les instants. Ils sont vraiment effrayants à voir. À la manière dont celui-ci avance vers nous, on comprend très bien. Quelle merveille! Regardez comme elle est belle! Le sol de la caverne est couvert de graines et de fruits à moitié digérés, parce que ces chauves-souris se nourrissent entre autres de fruits. Elles ont de grands yeux qui leur servent à dénicher leur nourriture, qu'elles repèrent aussi à l'odeur. Les chauves-souris sont d'ailleurs les seuls mammifères volants au monde. Les ailes sont en réalité constituées des os de leurs doigts, comme si elles volaient avec de très grandes mains. Celle-ci est plutôt mignonne pour une chauve-souris. Je m'enfonce loin de toute lumière naturelle, sur le terrain de chasse privilégié du prédateur que je recherche, là où sont perchées les chauves-souris insectivores. Voyons voir ce que j'ai attrapé. Une chauve-souris à moustache de Parnell. En dépit de sa petite taille, c'est un prédateur redoutable, notamment grâce à ses petites pattes arrière très mobiles. Elles lui permettent d'attraper ses proies en mouvement. La membrane tendue sur sa queue lui sert à ramasser les insectes en plein vol. Puis la chauve-souris les approche de sa bouche pour les avaler. Quelle allure extraordinaire chez cet animal minuscule. Il est pourtant capable d'avaler la moitié de son poids en insectes chaque jour. Il a une longue nuit de travail devant lui, donc je vais le laisser s'en aller.
Si le petit mammifère demeure dans la grotte par mesure de protection, il est loin d'y être à l'abri. Il est temps d'éteindre toutes nos lampes. Le reptile tapi dans les profondeurs de la caverne est capable d'avaler une chauve-souris d'une seule bouchée. Mais il ne sort que dans l'obscurité la plus totale. J'utilise la lumière à infrarouge diffusée par ma caméra. Pour distinguer quoi que ce soit dans le noir, je suis obligé de regarder à travers l'objectif de l'appareil. Je n'ai plus besoin de ma frontale. L'obscurité fait partie des peurs de l'homme les plus universelles, parce qu'on ne perçoit alors que des odeurs et des sons qui permettent à notre imagination de se laisser aller aux fantasmes les plus horribles. Je m'attends à ce qu'une bestiole m'attaque. La créature que j'espère apercevoir descendra du plafond en attendant que sa proie s'approche sans se méfier. Vraiment l'endroit idéal pour installer son hamac, avec une petite brise parfaite pour éloigner les insectes. En revanche, il faut s'habituer à la présence d'un crocodile juste sous ses pieds en dessous du ponton. Si je me lève pendant la nuit, il faudra que je fasse bien attention où je pose les pieds, parce que je n'ai pas très envie de finir dans l'eau. En temps normal, je sauterais tout simplement dans l'eau, mais comme je sais ce qu'il y a dedans, je préfère jouer la carte de la prudence. Hola, ¿cómo está? Le lendemain, je me joins aux pêcheurs pour une excursion à une demi-heure au large du récif. Est-ce que vous voyez des crocodiles uniquement au large pendant la pêche à la langouste ou aussi à côté des cabanes? À côté des cabanes. La zone est sans danger. Les crocodiles s'aventurent rarement aussi loin. Les pêcheurs plongent en apnée à la recherche de langoustes, de coquillages et parfois de poissons. Pour tout instrument, ils emportent un collet de ce type. C'est une première pour moi. C'est bon? On y va? Nous sommes au cœur de la plus grande barrière de corail d'Amérique, qui abrite plus de 200 espèces de poissons et surtout la langouste, convoitée par les pêcheurs. Ces crustacés se vendent l'équivalent de 9 € le kilo. C'est une prise de choix pour les pêcheurs, mais les attraper est loin d'être un jeu d'enfant. C'est un boulot formidable. Mais je ne crois pas que je pourrais faire carrière. Je suis vraiment trop mauvais. Muchas gracias. Des vacances, des centaines de milliers de touristes envahissent la côte pour profiter de la plage. Même s'ils doivent partager la mer avec l'un des prédateurs les plus redoutés du globe. À quelques centaines de mètres du rivage se trouvent des requins bulldogs. Ces prédateurs hargneux sont surnommés les pitbulls des mers. Les requins de cette espèce peuvent atteindre 3,50 m de long et ce sont les seuls capables d'évoluer à la fois en eau douce et en milieu marin. Si on trouve souvent le requin bulldog près des côtes urbanisées, il n'attaque que rarement l'homme.
Pour aller contempler d'un peu plus près ces animaux imposants, je vais plonger à 25 mètres de profondeur. Comme le site de plongée est assez profond, je vais descendre avec 2 bouteilles, ce qui devrait être suffisant pour profiter de ma promenade sous-marine. J'ai à peu près 1 heure d'autonomie. Avec un peu de chance, j'aurai le temps de voir des requins bulldogs. Il y en a plein dans le coin. Notre équipement est soigneusement inspecté avant que notre directeur de plongée, Scott, nous donne son feu vert. 3, 2, 1. Je vois déjà, dans les profondeurs, des formes sombres et massives. Ce sont forcément des requins. On comprend aisément d'où leur vient leur nom de requin bulldog. Ils ont une allure assez trapue. Alors que les requins m'entourent, ma respiration se fait de plus en plus saccadée. J'ai l'impression que le tuyau d'arrivée d'air a un problème. Vérif radio. Steve, réponds-moi. Scott, c'est Steve. Je sais pas quel est le souci, mais je suis obligé d'inspirer très fort pour que l'oxygène arrive. Je ne comprends pas ce qui se passe. On a testé le matériel il y a 1 heure dans la piscine. J'ai essayé de bidouiller les robinets, mais l'air a vraiment beaucoup de mal à passer. On se sent impuissant quand on ne sait pas ce qui se passe au fond. Si tout plongeur est entraîné pour des urgences de se perche de langoustes, de coquillages et parfois de poissons. Pour tout instrument, ils emportent un collet de ce type. C'est une première pour moi. C'est bon? On y va? Nous sommes au cœur de la plus grande barrière de corail d'Amérique, qui abrite plus de 200 espèces de poissons et surtout la langouste, convoitée par les pêcheurs. Ces crustacés se vendent l'équivalent de 9 € le kilo. C'est une prise de choix pour les pêcheurs, mais les attraper est loin d'être un jeu d'enfant. C'est un boulot formidable. Mais je ne crois pas que je pourrais faire carrière. Je suis vraiment trop mauvais. Muchas gracias. C'est fabuleux. Je ne pensais pas que c'était aussi dur, mais les pêcheurs, eux, ce sont de vrais pros. Ils passent 9 mois par an ici et pêchent pendant des périodes de 20 jours. Le travail est dur, mais ils gagnent plutôt bien leur vie et une fois leur pêche vendue, ils peuvent rentrer chez eux pour retrouver une vie normale le reste de l'année. Quant à moi, je suis venu observer les crocodiles. Qu'est-ce que vous pensez des gens comme moi qui viennent faire de la plongée spécialement pour les voir? Je suis un poco loco. Mon espagnol est rudimentaire, mais je comprends ce que signifie un poco loco. Ils pensent que je suis un peu dingue de vouloir m'aventurer dans l'eau avec un crocodile. Si les pêcheurs préfèrent éviter les crocodiles, moi je suis pressé d'aller à leur rencontre sous l'eau pour observer leur balai majestueux. Je vais faire équipe avec Mathéus, un professeur de plongée qui n'en est pas à sa première immersion avec les reptiles. Sur la côte pacifique, on trouve aussi beaucoup de crocodiles. Oui. C'est Mathéus qui va m'épauler pendant la plongée.
Reste toujours bien concentré sur le crocodile. S'il s'approche un peu trop ou s'il devient menaçant, je t'attraperai et je te tirerai en arrière. De toute manière, la seule chose qu'il fera, c'est attendre le bon... Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec un vieil ami, Mauricio, spécialiste des requins. Il m'a convié à participer à une étude qu'il mène sur un mystère concernant les requins bulldogs. Nous savons que les requins restent ici jusqu'au mois de mars et que la plupart d'entre eux sont des femelles en pleine gestation. Tu vois? Et nous aimerions savoir où elles vont pour mettre bas. Très bonne question. On sait que ce sont les femelles qui viennent ici en toute logique pour y trouver de la nourriture. Oui. Puis elles migrent ailleurs pour donner naissance à leurs petits. Si on découvre où elles se rendent, on pourra sanctuariser l'endroit pour le protéger. Accompagné de son équipe, Mauricio va installer une balise GPS sur la nageoire d'une femelle afin de déterminer l'endroit où elle mettra bas. Pour s'approcher suffisamment, il va lui falloir une véritable armure. Ce requin est capable de percer la carapace d'une tortue d'un seul coup de mâchoire. Comment vas-tu te protéger pour installer la balise à travers sa nageoire? On utilise une cotte de maille qui recouvre l'intégralité du corps. Les bras, les jambes, la poitrine. Et moi, j'y vais sans rien, c'est ça? Oui. Essaie de ne pas trop énerver les requins. Promis. Nous ignorons encore ce qui a causé la panne d'hier. Et ce n'est pas sans inquiétude que j'enfile mon équipement. Je ne suis pas rassuré. On pense toujours que le plus effrayant, c'est d'être sous l'eau entouré de requins. Mais si on ne peut pas respirer, ça n'a plus vraiment d'importance. Tout a l'air de fonctionner. Enfin, pour l'instant. Tout le monde est prêt? On est prêt. 5, 4, 3... On suit la ligne jusqu'au fond, en espérant y trouver les requins bulldogs. Le détendeur fonctionne. C'est un bon début. L'un des plongeurs a apporté de la nourriture pour les requins. Leur odorat est extrêmement développé et ils peuvent sentir ça de loin. Une goutte de sang dans une piscine suffirait à les attirer. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre de voir se profiler leur silhouette distinctive. La plus infime quantité de sang suffit à stimuler l'odorat des requins. Et nos appâts se révèlent particulièrement efficaces. Ma respiration se fait de plus en plus saccadée. J'ai l'impression que le tuyau d'arrivée d'air a un problème. Vérif radio. Steve, réponds-moi. Scott, c'est Steve. Je sais pas quel est le souci. Mais je suis obligé d'inspirer très fort pour que l'oxygène arrive. Je ne comprends pas ce qui se passe. On a testé le matériel il y a 1 heure dans la piscine. J'ai essayé de bidouiller les robinets. Mais l'air a vraiment beaucoup de mal à passer. On se sent impuissant quand on ne sait pas ce qui se passe au fond. Si tout plongeur est entraîné pour des urgences de ce type, cette fois-ci, ce n'est pas un exercice. Et mon binôme Gabriel se rend vite compte que je n'arrive plus à respirer. Il nous faut abandonner pour remonter à la surface aussi rapidement que possible. Merci. J'avais beaucoup moins d'air d'un seul coup. À 25 mètres sous la surface. C'est un moment où les sens sont mis en éveil d'un seul coup. On se met à paniquer, on se sent claustrophobe, sans air dans les poumons,
à essayer de respirer dans le masque. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Sûrement une défaillance technique. Par miracle, mon formidable compagnon ici présent m'a sauvé la peau. Sitôt arrivé au fond, ça ne passait plus. C'était vraiment bouché. L'origine de l'incident reste un mystère, ce qui nous préoccupe pour notre plongée du lendemain. Souvent dénigrés, les requins sont trop souvent mal compris. L'an dernier, la pratique du selfie a tué plus de gens que les attaques de ces super prédateurs. En venant plusieurs mois par an dans la région, les requins bulldogs sont devenus la cible privilégiée des pêcheurs locaux, ce qui rend l'homme plus dangereux pour le requin que l'inverse. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec un vieil ami, Mauricio, spécialiste des requins. Il m'a convié à participer à une étude qu'il mène sur un mystère concernant les requins bulldogs. Nous savons que les requins restent ici jusqu'au mois de mars et que la plupart d'entre eux sont des femelles en pleine gestation. Tu vois ? Et nous aimerions savoir où elles vont pour mettre bas.